À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Il s'appelait Andreas Lubitz, il avait 28 ans. C'était a priori un jeune pilote de ligne sans histoire. Depuis hier, on sait que c'est lui le responsable du crash de l'Airbus. C'est lui qui a, semble-t-il, décidé volontairement de faire s'écraser l'appareil. Bonjour Cécile Omnes. Vous êtes psychiatre au centre hospitalier Jean-Martin Charcot à Plaisir dans les Yvelines et membre du groupement d'études et de prévention du suicide. Depuis hier, on parle justement d'un suicide. Mais c'est pas un suicide, ça, emporter 149 innocents en plus de sa propre personne. Ça va être difficile de vous répondre puisque c'est l'enquête qui va nous déterminer si effectivement il est question d'un suicide ou de toute autre chose dans cette histoire. Mais comment peut-on prévoir d'embarquer dans son acte une centaine de personnes innocentes ? Pourquoi mourir avec autant de monde ? Ça, c'est la question de Maxime Liedo sur Twitter avec le hashtag un matin. Quand on est suicidaire, les autres n'existent pas forcément dans notre esprit. Tout dépend des motivations et parfois quand le monde est particulièrement négatif, il peut être considéré par la personne suicidaire que c'est un geste de sauvetage que de faire disparaître les autres personnes dans un monde négatif. Il a l'impression d'être altruiste pratiquement, il se dit voilà, moi ça va mal et je vais sauver les autres. Ça peut exister, ça a été décrit déjà en 1899 par Émile Durkheim, ça fait partie des modalités, ça n'est pas la seule modalité. Comment expliquer que la pression du pilote qui a tapé sur la porte, nous disait le procureur hier, les cris des passagers entendus avant que l'appareil s'écrase, que rien de tout cela ne le fasse dévier de son projet mortel, le sorte de cette idée ? Toujours pareil, comme nous ne sommes pas dans la tête et que nous ne savons pas ce qui s'est passé, ça va être compliqué, mais il existe des moments, effectivement, où la cognition du sujet fait que l'extérieur n'existe plus. On est totalement centré sur soi-même, sur son projet, sur ses préoccupations et les impacts extérieurs disparaissent totalement. La personne qui veut se suicider dans ces cas-là devient complètement hermétique ? Totalement. Et quel peut-être... Oui, allez-y. C'est tout à fait possible. Quel peut être l'élément déclencheur d'une décision pareille ? Qu'est-ce qui déclenche un passage à l'acte ? Encore une fois, au-delà de ce cas précis. Tout élément est possiblement déclencheur, c'est le phénomène de la goutte d'eau. Les phénomènes les plus connus sont les phénomènes de rupture, de perte impossible à supporter, qui viennent percuter des failles individuelles qui déstabilisent les sujets. Est-ce que ça peut être lié au travail, aux heures de sommeil, à la pression ? Est-ce que ce sont des éléments qui jouent, qui peuvent jouer dans les cas que vous rencontrez ? Ça peut. Un tweet de Chrysanthi Guillon. Est-ce qu'un sentiment de puissance peut jouer ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être narcissique quand on décide de précipiter comme ça plusieurs personnes vers la mort ? Je ne suis pas convaincu que cette dimension soit exactement présente. D'accord. Le procureur de Marseille a expliqué hier que le pilote avait quitté le cockpit pour aller aux toilettes, semble-t-il. Barcelone-Düsseldorf, c'est un vol qui est assez bref. Lubitz n'était pas sûr que le commandant quitterait son poste. Ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a pas eu de préméditation, qu'il a pris, et qu'il aurait pris, ou qu'un homme qui veut se suicider peut prendre sa décision en un fragment de seconde comme ça ? C'est pas le cas le plus fréquent. En général, il faut 6 à 8 semaines pour aller de la crise suicidaire à l'acte suicidaire. Mais il existe parfois, effectivement, des suicides extrêmement brutaux. Ça veut dire que, en général, le suicidé, celui qui va passer à l'acte, c'est exactement quand il va le faire, à quel moment, il choisit l'instant précisément ? La majorité du temps, oui. Julie ? Ce qui est troublant, c'est que la procédure jusqu'au crash dure 8 minutes. Et pendant ces 8 minutes, il n'y a pas un moment où il peut reprendre conscience, le copilote, il peut se réveiller, on prend conscience de ce qu'on est en train de faire pendant tout ce temps ? La majorité du temps, c'est pour ça qu'on espère que le principe de la main tendue puisse permettre de revenir en arrière sur le processus. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas précis ? Pourquoi aller jusqu'au bout de l'acte ? Était-il question effectivement d'une mort par suicide ou d'autre chose ? C'est tout le mystère de cette histoire. Un tweet de Evan LG qui nous parle de bouffée délirante. Est-ce que c'est ça la définition d'une bouffée délirante ou pas du tout ? Non, la bouffée délirante, c'est effectivement de délirer, c'est-à-dire de perdre totalement le contrôle de sa pensée, d'être dans un autre monde et de ne plus être effectivement dans la réalité. Il y a quelque chose également de très troublant dans ce qu'a dit le procureur hier, Cécile Omnes. Il nous dit, le copilote, on l'entend à respirer normalement jusqu'au bout. Ça veut dire que dans ces cas-là, il n'y a pas de place non plus pour la peur, pour l'angoisse. Parce que quand on imagine la scène quand même, on est dans un cockpit d'avion, on a la vitre, on a la montagne qui arrive à 700 km/h. Il respire normalement. Mais quand vous avez un projet, que vous êtes déterminé, c'est là que vous êtes le plus concentré, il n'y a pas de place pour la peur. Il n'y a pas forcément des signes avant-coureurs chez quelqu'un qui veut se suicider ? En général, si. Encore faut-il qu'il soit perçu. On n'a pas une conversation avec le pilote. C'est quoi les signes avant-coureurs ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir pour les proches ?
La crise suicidaire fait suite la majorité du temps à des souffrances insupportables pour la personne, pour lequel le suicide devient la solution ultime, les autres ne marchant pas. Donc il y a tous les signes de souffrance psychologique avec la personne qui devient triste, renfermée, irritable, voire colérique, qui permettent de déterminer un changement de comportement. Et c'est des Encore signes faut-il savoir analyser derrière ce changement de comportement. Voilà, parce que personne ne pense que l'un des siens va effectivement se suicider. Et ça n'est pas du tout une pensée normale. Une question de Jean sur Europe1.fr. Est-ce que le fait qu'il y ait eu un cas peut en entraîner d'autres? Est-ce que ça peut pousser au passage à l'acte d'autres pilotes qui seraient fragiles, leur donner une sorte de feu vert mental? C'est le grand risque, c'est que plus on va en parler et plus vous allez effectivement prendre le risque de libérer cette pensée chez des tas de personnes qui sont actuellement en crise suicidaire, soit 2 millions de personnes en France. D'accord. 2 millions de personnes en France qui sont 2 millions par an. En crise suicidaire, d'accord. Comment on dompte sa peur si on doit prendre l'avion? Qu'est-ce que vous dites aux passagers qui vont regarder le pilote ce matin en montant dans un appareil en se disant mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dans la tête? C'est traumatisant pour tout le monde. Hein. C'est encore avec l'avion que nous avons le moins de morts par accident. Donc il faut être raisonnable et se raisonner. Mais tout à fait. Et une histoire individuelle ne fait pas toutes les histoires, ne l'oublions pas. Merci Cécile Omnès d'être venue en direct sur Europe 1 pour répondre aux questions des auditeurs ce matin. Merci, bonne journée à vous. Merci, au revoir.